Au cœur des années 60, au Japon, les œuvres d'un cinéaste, Seijun Suzuki, vont éclabousser les écrans. Détective Bureau 2-3, La barrière de chair, La vie d'un tatoué, Histoire d'une prostituée, Le vagabond de Tokyo ou La marque du tueur. Avec ces quelques films, le réalisateur construit une œuvre unique. Si, à cette époque, Suzuki a déjà une longue carrière derrière lui, ce n'est que dans les 60s qu'il va commencer à affirmer un style très personnel, qu'il va transcender les films de commande, des polars essentiellement, que le studio pour lequel il travaille, la Nikatsu, lui soumet. Œuvrant dans la série B, il va faire exploser le carcan très restrictif du genre, avec une mise en image flamboyante, flirtant avec l'expérimental. S'écartant de plus en plus du cahier des charges imposé par la Nikatsu, ce regard trop libéré lui vaudra son renvoi brutal par le studio en 1968. En Occident, ses plus grands films ne seront redécouverts que des années plus tard, notamment lors de rétrospectives dans les années 80. Le cinéma de Suzuki marque alors de nombreux cinéastes qui émergent à cette époque, et on retrouve son influence chez John Woo évidemment, tout comme chez Quentin Tarantino ou plus tard chez Damien Chazelle, qui explique « J'ai emprunté au Vagabond de Tokyo comme à d'autres œuvres de Suzuki. Ses cadres très larges et ses couleurs très pop art me font penser à des comédies musicales, mais avec des armes à feu. » Mais c'est peut-être Jim Jarmusch qui est le plus grand fan du réalisateur quand il déclare que ses deux films préférés sont Le Samouraï de Jean-Pierre Melville et La marque du tueur de Seijun Suzuki. Ghost Dog est alors une réinterprétation évidente de ces deux films. Un autre cinéaste cinéphile, Wong Kar-wai, piochera également dans l'œuvre de Suzuki, notamment dans la bande originale de Yumeji, sortie en 1991, pour en tirer le thème mythique de In the Mood for Love. Polar, film de yakuza, drame, film fantastique ou film de guerre, Seijun Suzuki a travaillé dans tous les genres. Il a même œuvré dans le film érotique japonais, le Pinku Eiga, avec La barrière de chair en 1964. Mais loin de vouloir simplement racoler son spectateur, le cinéaste va une nouvelle fois transformer cette commande en une œuvre inclassable et haute en couleurs, en un film profondément anticonformiste sur le Japon d'après-guerre. The boldest movie ever, says the Los Angeles Times. Gate of Flesh. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est un champ de ruines. Les grandes villes du pays ont subi d'intenses bombardements. À Tokyo, on dénombre près de 100 000 morts rien que pour les 9 et 10 mars 1945. Et Kobe s'embrase également à la suite d'un pilonnage aérien, comme le raconte Isao Takahata dans Le tombeau des Lucioles. Le point final à ces attaques est mis avec l'utilisation de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki, et le Japon annonce sa capitulation le 2 septembre 1945. Voici ceux qui vont signer la capitulation totale des nazis d'Extrême-Orient. Un pont de navire, MacArthur, un papier consigne. Le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dans sa nudité et sa grandeur. 10 minutes ont suffi, et tout à coup des nuées d'avions couvrent le ciel. Convergent vers la terre japonaise que ne protège plus la montagne des dieux, le mont Fusiyama. À la même heure, des centaines de péniches de débarquement cinglent vers toutes les plages de la baie de Tokyo. L'arme au bras, les Américains foulent le sol ennemi. Et le premier drapeau américain monte dans le ciel du Japon. Le Japon se retrouve donc sous administration états-unienne, avec le général Douglas MacArthur comme gouverneur militaire. Tout est alors à reconstruire, et le cinéma va évidemment raconter cette période trouble. De nombreux films investissent cet espace, un Tokyo à moitié rasé. Un merveilleux dimanche d'Akira Kurosawa en 1947, Chien enragé du même réalisateur en 1949, Une femme dans le vent de Yasushiro Ozu en 1948, documente presque en direct cette époque. Beaucoup plus récemment, en 2023, le Godzilla Minus One de Takashi Yamasaki se déroule dans cet immédiat après-guerre
Et, dans les années 60, Seijun Suzuki va lui aussi se plonger dans cette période en adaptant La barrière de chair, un roman de Tajira Tamura qui raconte l'histoire d'une jeune femme n'ayant d'autre choix que de se prostituer pour tenter de survivre dans un monde sans pitié. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale imprègne La barrière de chair dès les premières secondes. Le logo de la Nikatsu est couvert par une bande-son rappelant le conflit. Et le générique d'ouverture nous montre des corps en souffrance, comme échappés des horreurs des combats. Le premier plan du film nous dévoile alors le personnage principal. Un travelling latéral la suit, l'arrière-plan est flou, une chanson nous fait entrer dans ses pensées. Seijun Suzuki identifie ainsi immédiatement le public à l'héroïne, Maya. L'idée est claire, personnages comme spectateurs, nous plongeons ensemble dans un milieu inconnu. Et on découvre de manière très brutale le Tokyo d'après-guerre. La rue, les prostituées, la délinquance, la police militaire de l'occupant états-unien. L'univers, les protagonistes, sont installés en une fraction de seconde avec concision. On reconnaît en cela l'efficacité du réalisateur qui travaille dans l'économie restrictive de la série B. Le début de La barrière de chair joue la carte du naturalisme. Quand Maya, affamée, ne peut s'empêcher de voler une pomme de terre pour se nourrir, le film semble clairement se placer dans l'héritage du néo-réalisme italien, non loin du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Le film prend ici la forme d'une chronique dépeignant la vie tokyoïte au sortir de la guerre, montrant les rues, les commerces, les magouilles, le racolage des clients, les démêlés avec l'occupant ou une simple distribution de nourriture. Le réalisateur compte par petites touches le quotidien d'une ville, d'un pays, et le fait souvent par le biais de petits détails cocasses, quand un personnage trouve un préservatif dans son potage, ou lorsque, en plein milieu d'une passe, une prostituée s'inquiète de sa chaussette trouée. Le spectateur plonge alors dans ce monde, dans cette époque, en les découvrant par les yeux d'une nouvelle venue, Maya. Ici, contrairement aux précédents films de Seijun Suzuki, ce sont les femmes qui sont au cœur du récit. Des femmes plus que jamais maltraitées, cherchant à survivre, et qui construisent pour cela un véritable refuge en affirmant leur indépendance. La chorégraphie est précise, les mouvements de caméra collent au déplacement de ces femmes, le réalisateur nous les montre comme les véritables maîtresses de ce domaine. Pour survivre dans un monde hostile, cette sororité se construit sur une organisation très précise, très stricte, avec des règles qui ne sont pas sans rappeler celles qui structurent les milieux yakuza racontés par Suzuki dans ses autres films. Une règle qui est le fondement de cette communauté. Et en cas de faute, la sanction est terrible. Ainsi, à la faveur d'un simple fondu au noir, la vie de Maya bascule. De jeune fille vêtue en habit traditionnel, elle devient vampe habillée à l'occidental. Le personnage trouve rapidement sa place dans cet univers, mais un élément extérieur, un personnage masculin, va alors venir perturber cette communauté. Cette intrusion se fait de manière très expressionniste, et le style du film bascule alors. Jusque-là très documentaire, La barrière de chair va se faire beaucoup plus baroque. Et c'est logique. Quand Seijun Suzuki tourne ce film, nous ne sommes plus dans le cinéma de l'après-guerre, dans le cinéma néo-réaliste, mais au cœur des années 60, dans les swinging 60s. Et les codes esthétiques du 7e art ont bien changé. Le cinéma se fait beaucoup plus pop, beaucoup plus coloré, et en cela, Seijun Suzuki est clairement un contemporain de Mario Bava,
Nous sommes deux sœurs jumelles. Autant que de Jacques Demy. La barrière de chair s'inscrit dès lors pleinement dans son temps. Pas question donc pour le cinéaste de mettre un frein à ses ambitions visuelles. Au début des années 60, le cinéma japonais est en crise avec l'arrivée d'un sérieux concurrent. La télévision entre dans les foyers nippons et le cinéma connaît une baisse drastique des entrées en salle. Comme l'explique Bastian Merson dans son livret sur Seijun Suzuki, entre 1958 et 1964, la fréquentation a diminué de plus de moitié, tombant de 1,2 milliard à moins de 500 millions de spectateurs par an. L'une des nombreuses conséquences est un relâchement de la censure qui favorise notamment la recrudescence de nudité à l'écran. Pour tenter de ramener le public en salle, le cinéma va alors se faire plus racoleur. Une violence très graphique envahit les écrans, un nouveau genre se popularise, le pinku eiga, le film érotique. Et c'est donc dans ce contexte que Seijun Suzuki fait ses armes comme réalisateur. Sous contrat chez la Nikkatsu dès le milieu des années 50, le néo-cinéaste tourne des séries B à l'appel, à raison de 3 ou 4 par an. 10 jours de préparation, 25 de tournage, et seulement 3 pour toute la post-production. Le rythme est soutenu, le travail est très artisanal, et se doit de répondre à un cahier des charges extrêmement précis, comme le raconte Suzuki lui-même. Comme employé du studio, je devais réaliser ce qu'on me demandait. On pouvait refuser, mais aussi apporter des modifications, du moment que ça ne changeait pas le principe de l'histoire. Les films de la Nikkatsu avaient toujours la même construction. Le rôle principal tombait amoureux d'une femme, il tuait les méchants et avait la femme. Ceci se répétait à chaque film, il fallait donc se concentrer pour trouver tout ce qu'on pouvait tirer des acteurs et de la mise en scène. Et Seijun Suzuki va parfaitement savoir tirer parti de ces contraintes spécifiques à la série B, comme l'explique Frédéric Saboureau dans Les Cahiers du cinéma en mars 1991. Dans ces conditions de production, on n'a pas le temps de s'interroger pour savoir si le scénario est bon ou si on fait de l'art. Il faut simplement trouver, par la mise en scène, des solutions économiques qui ne fassent pas pâle figure à côté du grand film qui suivra en deuxième partie. C'est de cette absolue nécessité d'inventer dans l'urgence que surgissent dans ces films des découpages souvent très modernes et des idées de mise en scène parfois fulgurantes. Un exemple parmi d'autres, comment procède le réalisateur pour raconter en un seul plan l'amour secret du héros pour l'héroïne, en filmant simplement des chaussures. Sur les 10 premières années de sa carrière, soit plus de 25 films, Seijun Suzuki s'applique à répondre sagement aux demandes du studio. Ce n'est qu'à partir de Détective Bureau 2-3 en 1963 qu'il va non s'affranchir de ses règles, mais tenter d'apporter au genre une esthétique plus personnelle. Avec ce film, qui surfe sur le succès des premiers James Bond, introduction pétaradante, générique, puis apparition d'un héros ultra charismatique dans un casino, le réalisateur s'offre des embardées visuelles percutantes avec un jeu sur les cadres et les couleurs. Seijun Suzuki affirme alors un regard unique. Les années 60 vont être son âge d'or. Un âge d'or dans lequel on peut distinguer 2 facettes dans l'œuvre du réalisateur. D'un côté, les purs polars, très stylisés. De l'autre, des films plus historiques, racontant le Japon du XXe siècle. Dans ses films de Yakuza, Suzuki s'éloigne ainsi peu à peu des codes de la série B classique pour détourner, réinventer le genre. Et le réalisateur n'est pas le seul à œuvrer dans ce sens. Dans les années 60, partout dans le monde, un cinéma postmoderne bouscule les conventions, vient mettre à mal la suspension même d'incrédulité. Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. En France, Jean-Luc Godard prend les tropes du film policier US et s'amuse à les déstructurer dans À bout de souffle en 1960, puis il fusionne film noir et film d'anticipation dans Alphaville en 1965. Jean-Pierre Melville, lui, livre une réinterprétation contemplative du polar états-unien avec Le Samouraï en 1967. Qui êtes-vous? Aucune importance.
Que voulez-vous? Vous tuer. On retrouve cette même cinéphilie, ce même décalage chez Seijun Suzuki qui emprunte largement au cinéma hollywoodien, à la comédie musicale, au western, en se réappropriant également les codes du film policier. Que ce soit le personnage de Jean-Paul Belmondo, d'Alain Delon, d'Eddie Constantine ou de Joe Shishido, tous sont alors des variations de la figure classique très 50s d'Humphrey Bogart. I won't forget you guys. Ainsi, au travers de ses films, Seijun Suzuki cherche à sortir le polar d'une logique de pure efficacité narrative pour pousser dans ses retranchements les attendus du genre. Dans La jeunesse de la bête, les ruptures de ton sont multiples, le cinéaste alterne entre scènes citadines captées sur le vif et scènes plus fantasmagoriques. Et dans Le vagabond de Tokyo, le polar se fait plus romanesque, avec un héros très chevaleresque qui tire alors le film vers la comédie musicale. Dans l'autre versant de sa filmographie, Suzuki regarde droit dans les yeux son pays en revenant sur des moments clés de l'histoire récente du Japon. La montée du nationalisme dans les années 30 avec Élégie de la bagarre, l'invasion de la Mandchourie lors de la Seconde Guerre sino-japonaise dans Histoire d'une prostituée, et évidemment l'après-Seconde Guerre mondiale dans La barrière de Cher. Seijun Suzuki raconte là l'impasse de l'expansionnisme nippon, l'absurdité de la politique impériale d'un Japon belliciste, une situation que le réalisateur a vécue dans sa chair en étant embrigadé dans la marine impériale durant le conflit mondial. La charge politique de ces films est évidente, même s'ils demeurent avant tout de purs films de genre, mélodrames, films érotiques ou récits d'émancipation. Mais quels que soient les projets que le studio lui soumet, Seijun Suzuki leur donne une tournure très singulière. Sa mise en image flirte avec l'abstraction, ses choix de montage sont quasiment expérimentaux. Le cinéaste se fait de plus en plus radical, et au fur et à mesure des années 60, les enjeux narratifs deviennent dans ses films largement secondaires. Seul compte alors l'univers, l'ambiance, avec comme point d'orgue La marque du tueur en 1967, le film pour lequel le cinéaste a le plus les coups des franches. Pour La marque du tueur, c'était la première fois que les responsables du studio Nikatsu m'autorisaient à tourner un scénario que j'avais écrit avec des amis. Bien qu'ils n'y comprenaient rien, ils n'avaient pas le choix. La Nikatsu était déjà sur le déclin et ils n'avaient aucun scénario sous la main. Le réalisateur s'affranchit ici de tous les garde-fous et fait de ce film une œuvre aussi jubilatoire qu'obscure, dans laquelle le montage, effectué en une seule journée, entrechoque les situations, laissant le héros et le spectateur dans un état de confusion intense. Dans ce film, les décors deviennent de purs espaces mentaux, sans plus aucune logique spatiale. La marque du tueur flirte alors largement avec le surréalisme, et pour ses producteurs, Seijun Suzuki atteint le point de non-retour. Ce renvoi provoque un véritable tollé chez les confrères du cinéaste, tout autant que dans les milieux étudiants, car Suzuki, grâce à son œuvre iconoclaste, est devenu une figure incontournable du 7e art japonais. Dans son livre « Le cinéma japonais au présent », Max Tessier résume ainsi parfaitement l'aura du réalisateur à cette époque. Seijun Suzuki a su tirer à lui les éléments d'un cinéma de genre très populaire et en subvertir les clichés pour faire œuvre personnelle. S'il est devenu une figure mythique au Japon, c'est que sa position corrosive et souvent négative représentait souvent l'état d'esprit d'une jeunesse avide de couper les ponts dans les années 60. Si la jeunesse, les étudiants notamment, se reconnaît dans l'œuvre de Seijun Suzuki, ce n'est pas simplement pour son approche très personnelle du cinéma de genre, pour sa façon de subvertir les commandes qu'on lui soumet, mais également pour sa capacité à raconter, de manière très caustique, l'histoire de son pays. Et La barrière de Cher qui se déroule dans un Japon sous occupation US en est l'exemple le plus frappant. Quand Suzuki tourne ce film en 1964, la subordination du Japon aux États-Unis agite l'opinion publique depuis une quinzaine d'années.
Si en 1951 la paix est signée entre les deux pays, rendant le Japon officiellement indépendant, un traité permet à Washington de conserver des forces armées sur le territoire japonais, et ce sans que le gouvernement nippon ne puisse avoir son mot à dire. En 1960, ce traité est alors rediscuté et remplacé par un traité de coopération mutuelle. This treaty represents the fulfillment of the goal set by Prime Minister Kishi and myself in June of 1957 to establish an indestructible partnership between our two countries, in which our relations would be based on complete equality and mutual understanding. Si, dans les termes, ce nouvel accord permet un rééquilibrage des forces, donnant aux Japonais un droit de regard sur les agissements des militaires états-uniens, il est tout de même rejeté par nombre de Japonais. En effet, une grande partie de la population est hostile à la présence de bases US sur le territoire. Les manifestations vont grandissantes en 1959 et 1960, et des centaines de milliers de Japonais manifestent autour du Parlement pour faire pression en vain sur leurs députés. No doubt about it, most Tokyo people do not want the new security treaty between Japan and America. Outside Parliament, they demonstrated against it, hoping to stop the government ratifying the treaty. It gives the US bases 10 more years to stay in Japan. Outside, it was a riot. Inside the House of Representatives, a super riot. Opposition members were determined to hold up the session, so the government summoned 500 police. Not exactly an advertisement for democracy, but amusing enough for the onlooker. La nouvelle vague de jeunes cinéastes japonais, qui commence à s'imposer dans l'industrie à cette époque, s'empare évidemment de ce sujet, et en premier lieu, Nagisa Oshima, avec Nuit et brouillard au Japon, qui revient sur une décennie de lutte contre le traité. Alors qu'il vient de sortir en salle, le film d'Oshima est brusquement retiré des écrans par la Shoshiku au bout de seulement quelques jours, sous prétexte de l'assassinat du dirigeant du Parti socialiste par un jeune militant d'extrême droite. Le climat politique est tendu, et c'est à cette période que Seijun Suzuki se lance dans La barrière de Cher, un projet qui lui offre la possibilité de sortir du film de gangster et qui, sous prétexte de n'être qu'un film érotique très aguicheur, va permettre au cinéaste de prendre directement le pouls de la société japonaise en replongeant dans son histoire, dans l'immédiate après-guerre, dans la période de l'occupation. Si les films à sujet historique permettent de réfléchir au passé, ils permettent également, voire surtout, d'éclairer le présent. Et La barrière de Cher raconte alors les relations complexes entre le Japon et les États-Unis avec un regard très acéré. Le film décrit un Tokyo en ruine dans lequel se construit un écosystème précis. Les soldats US recourent au service des prostituées, les prostituées dépendent des gangs pour leur sécurité, les gangs montrent patte blanche envers les GIs pour que leur petit business prospère. Mais dans ce microcosme ressort surtout l'alliance entre l'occupant et la pègre. Une alliance qui met sous coupe réglée ce milieu dans lequel tout est combine, tout se monnaie, et en premier lieu les corps. Le film charge alors violemment les forces US. Dans l'une des premières scènes, un flashback révèle ainsi le trauma de l'héroïne violée par des soldats états-uniens. L'impunité semble totale, on voit là toute la violence de l'occupation et le rejet qu'elle provoque dans le pays. Mais La barrière de Cher ne charge pas uniquement l'occupant, il fustige tout autant les pouvoirs politiques nippons qui ont entraîné le pays dans la guerre. Le personnage de Shin, revenu du front, devient à ce niveau l'alter ego de Suzuki pour raconter toute l'amertume du réalisateur face à l'impérialisme du Japon, son expansionnisme meurtrier qui a fait sombrer le pays. La barrière de Cher met en scène des personnages sans illusion, marqués par le conflit, et pour raconter cette adversité, le film ose un grand écart esthétique radical.
On passe par exemple, grâce à un simple raccord, d'une scène chantée flamboyante à une distribution de nourriture plus documentaire. Suzuki joue à merveille sur 2 registres. Le premier est réaliste, avec sa peinture d'un quart monde détruit par la pauvreté et la prostitution, où se croisent des GI désœuvrés, des filles paumées et des petits caïds lâches et cruels. À cette vision presque documentaire s'oppose un univers plus abstrait, où prédominent les couleurs criardes, une lumière théâtrale et un humour décalé. C'est l'autre monde, celui de la nuit, sans règles ni morale, où les personnages s'entredéchirent jusqu'à la folie et où la barrière de chair du titre est en permanence franchie. Voilà la force d'une pure série B. Répondre au code du Pinku Eiga n'empêche pas le film d'infuser un discours pertinent sur le Japon. Le film est en phase avec son temps, mais Suzuki n'a pas l'ambition de réaliser un film à thèse, il va plutôt incarner tous ces enjeux politiques dans les drames intimes vécus par les personnages. L'accroche documentaire portée par le réalisateur n'est dès lors pas une fin en soi, mais plutôt une façon de poser des bases solides pour ensuite plonger à corps perdu dans la psyché de ses héroïnes. Et, dans le huis clos façonné par le film, la petite histoire des personnages et la grande histoire du Japon vont se mêler, vont exploser dans le sexe et la violence. Au cœur de la barrière de chair se trouvent les ruines qui font office de refuge sacré pour les 5 prostituées. La scission avec l'extérieur est totale, nous entrons dans un lieu à part et on voit là une influence majeure dans le travail de Seijun Suzuki, le kabuki, le théâtre populaire japonais. Le kabuki m'a profondément influencé. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le mélodrame ni la tragédie, mais le grand spectacle. On retrouve ce type de spectacle au cœur même du film d'action. Dans le kabuki, il y a 3 éléments qu'on retrouve dans mes films, les scènes d'amour, de meurtre et de torture. Au-delà des récits, c'est même la scénographie et le cadre qui sont chez Suzuki influencés par le théâtre. Le format cinémascope correspond parfaitement au cadre du théâtre kabuki. Les acteurs se déplacent forcément de façon latérale, on fabrique les décors selon ces mouvements. Ainsi, depuis La beauté des bas-fonds en 1958, Seijun Suzuki s'est approprié le cinémascope, aussi efficace pour les gros plans que pour les plans larges, un format qui lui permet de travailler les extérieurs, l'architecture urbaine ou les intérieurs. Les travelling latéraux jouent avec les décors, les cadres dans le cadre, les séparations, les oppositions. Son cinéma assume l'artifice, les couleurs s'éloignent de tout naturalisme, comme lorsque les héroïnes fantasment sur le héros. Dans ma symbolique, le vert représente la paix, le calme, le rouge la soudaineté et la peur, le jaune est la gentillesse et le compromis, et le violet une répulsion interne. Si ces choix esthétiques ont une dimension plus symbolique que réaliste, avec un aspect très théâtral donc, Suzuki les fusionne avec les possibilités propres au cinéma, avec des surimpressions, des mouvements de caméra et des courtes focales qui permettent un jeu sur la profondeur, avec des surgissements à l'avant-plan. Plus que théâtral, le cinéma de Seijun Suzuki devient alors très opératique, pour faire ressortir par fulgurance l'action, pour retranscrire directement à l'image les pensées, les émotions des personnages. Et le montage rend encore plus palpable toutes les tensions, toutes les humeurs, comme lorsque la duplicité de Shin se révèle avec 3 angles de prise de vue montrant ses différentes facettes, ou quand le regard de Maya transforme le personnage masculin en simple corps désirable, complètement morcelé. Anciens militaires ou prostituées, tous ces personnages ont un vécu douloureux, sont des corps meurtris, chair à canon ou chair à soldat. Et dans une scène de beuverie, leurs malheurs, passés et présents, vont s'afficher au grand jour. Les souvenirs traumatiques de la guerre, autant que les réflexions sur les absurdités de la vie. Dans ce huis clos, aussi géographique que mental, la barrière de chair plonge dans les tourments de ces personnages, des tourments qui se confondent alors avec ceux que traverse le pays.
体も死ぬ。 Les scènes de sexe, dans lesquelles les corps et les âmes se libèrent, ne peuvent que révéler les traumas. Dans ce Japon en reconstruction, impossible de laisser libre cours à ses aspirations, se laisser guider par ses émotions signifie devenir paria. Le constat de Seijun Suzuki sur ce monde, sur cette époque, sur le destin de ces femmes, est alors implacable et sans illusion. 初めて男を愛した。人間らしくなったと思ったら、もう地下室の生活から追い出されんのよ。女になった途端、みんなからのけもんにされんの。そして私、食べていけなくなる。人間らしくなるってことは生きていけないことなの。ねえ、脱落しよう。